Bonjour, Madame Bertrand. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir cette fois-ci derrière l'écran pour cet entretien que nous appelons des entretiens fédéralistes avec les différents membres du conseil scientifique que nous avons constitué il y a maintenant presque un an. Un grand merci pour participer à ce conseil qui, vous le savez, est là pour nous aider à réfléchir sur le fédéralisme au niveau européen, au niveau mondial, au niveau local, mais également pour faire connaître, il y a un problème de communication dans le monde d'aujourd'hui, donc il est important que nous ayons des personnes motivées, compétentes, etc., qui puissent nous aider dans ce domaine. Alors, Madame Christine Bertrand, vous êtes professeure de droit public, directrice de l'Institut de droit, économie de management de l'Université de Clermont-Auvergne, docteur en droit public de l'Université de Panthéon-Assas, Paris 2, et vous avez des activités d'enseignement en droit de l'Union européenne, droit institutionnel, politique de l'UE, relations extérieures de l'Union européenne, etc. Alors, je voudrais vous poser la première question, votre parcours et l'Europe, la place de l'Europe dans ce parcours et je dirais dans vos motivations. Alors, j'ai fait ma thèse à Paris 2 en droit administratif. Donc, au départ, je n'étais pas spécialisée en droit de l'Union européenne. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au droit communautaire, comme on disait à l'époque, quand j'ai été recrutée comme maître de conférence à Paris 12. Là, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Bernard Roby, qui est un professeur de droit public très connu et qui a été l'un des premiers, voire le premier, à s'intéresser à l'influence du droit communautaire sur le droit administratif français. Et donc, j'ai assuré avec lui un séminaire dans ce qu'on appelait à l'époque un DEA, l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de droit européen, principalement de droit communautaire, un petit peu de Convention européenne des droits de l'homme. Et quand j'ai été recrutée ensuite à Clermont, j'ai été recrutée pour assurer un cours de droit matériel de l'Union européenne, qui était un cours qui était laissé vacant. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment centré mes enseignements et ma recherche sur le droit de l'Union européenne en abandonnant petit à petit le droit administratif. Et donc aujourd'hui, tous mes enseignements portent sur le droit de l'Union européenne, mon activité de recherche également. Et mes activités, disons, de diffusion des connaissances sous forme de conférences grand public ou autres sont également centrées sur l'Union européenne. Olivia. Oui, excusez-moi, j'avais un petit blanc. Vous avez travaillé sur le thème de la citoyenneté européenne. Au-delà de ses aspects purement juridiques et sa reconnaissance par le traité de Maastricht, il y a maintenant plus de 30 ans, que faire pour les citoyens pour s'emparer effectivement de cette question ? Alors, quand on a effectivement créé la citoyenneté européenne dans le traité de Maastricht, on l'a conçue comme une citoyenneté assortie de droits et on a espéré que l'existence de ces droits permettrait aux citoyens européens de se sentir partie prenante de la construction européenne et de l'Union européenne. Or, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que ces droits sont souvent méconnus. Je le constate quand je fais cours, quand je parle des droits du citoyen européen, je me rends compte que les étudiants ne savent pas du tout qu'ils ont des droits en tant que citoyens européens. Ils sont méconnus, mais ils sont peut-être d'autant plus méconnus qu'ils ont été conçus d'une façon, alors je dirais pas forcément limitée, mais souvent non spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des droits du citoyen européen qui ne sont pas forcément réservés aux citoyens européens, mais qui sont ouverts par exemple aux personnes morales ou qui sont offerts même à des ressortissants des États tiers. Donc, c'est assez compliqué à travers cette piste de droit de se sentir vraiment partie prenante de l'Union européenne. Et c'est renforcé par le fait qu'un certain nombre de ces droits sont plutôt réservés à des gens mobiles. Les droits liés à la liberté de circulation et de séjour, les droits à la protection diplomatique et consulaire, par exemple, c'est très intéressant, mais quand on se déplace. Or, la plupart des citoyens européens ne se déplacent pas ou se déplacent peu, et donc ont peu l'occasion d'utiliser ces droits. Donc, une première piste pour essayer de renforcer la citoyenneté européenne et de faire en sorte que l'on se sente plus facilement citoyen européen, ça serait peut-être de renforcer déjà les droits qui existent. Alors, en particulier, me semble-t-il, l'un qui était
à l'époque où il a été créé par le traité de Lisbonne, très prometteur, qui était l'initiative citoyenne, et qui, pour le coup, est un droit totalement réservé aux citoyens européens, mais qui s'avère être finalement, au bout de quelques années de mise en œuvre, plutôt décevant, puisqu'il y a, je crois, une centaine d'initiatives qui ont été enregistrées, mais il y en a seulement 6 qui ont obtenu le nombre de voix nécessaires, et aucune n'a abouti à un texte législatif de l'Union européenne. Donc là, il y a certainement quelque chose à revoir, à reprendre et à simplifier pour rendre cette initiative plus attractive et plus opérationnelle, parce que s'il y a des initiatives qui sont lancées mais qu'elles n'aboutissent pas, ça ne peut sans doute que créer de la frustration chez les porteurs de projets, et puis ça n'incite pas vraiment d'autres porteurs à se lancer dans cette aventure de l'initiative citoyenne. Donc ça pourrait être une piste, essayer de renforcer les droits du citoyen européen et notamment l'initiative citoyenne. Et puis, il faut sans doute aussi chercher à multiplier les occasions d'utiliser ces droits. Alors, bon, je suis universitaire, donc ce que je constate, c'est qu'il n'y a finalement pas énormément d'étudiants qui font des mobilités Erasmus. Sur le total d'une promotion d'étudiants, ça reste très minoritaire. Donc là, il y a certainement un travail à faire pour que ces mobilités soient plus systématiques, voire même qu'elles deviennent petit à petit obligatoires dans un cursus d'études, parce qu'on sait quand même que le facteur Erasmus, c'est un facteur très important pour se sentir citoyen européen, et il est sans doute pas assez mobilisé. Et puis, notre piste, évidemment, c'est de multiplier les moments où on peut se sentir citoyen européen, et pas forcément seulement quand on vote pour les élections au Parlement européen, mais dans d'autres occasions, notamment des conventions citoyennes qui sont l'occasion de débats et de diffusion d'informations, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que en fait, les questions européennes intéressent beaucoup les citoyens européens, les étudiants, mais au-delà des étudiants. On l'a très bien vu au moment du projet de traité constitutionnel, il y avait beaucoup de réunions, des réunions qui étaient très animées, très intéressantes. Donc, c'est faux de dire que ça n'intéresse pas les citoyens, mais simplement, sans doute, ils n'ont pas assez d'occasions d'être sollicités pour donner leur avis. J'ai d'ailleurs une question complémentaire là-dessus. On a eu le traité constitutionnel, et dans le traité constitutionnel, il y avait les symboles Oui. européens, qui étaient l'hymne, le drapeau, la devise. Avec le traité de Lisbonne, ça a disparu. Oui. Ça a disparu. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être des velléités pour faire en sorte que ce soit incorporé dans le droit français. Enfin, je suis pas Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, les Jeux olympiques, il y a certaines initiatives prises par des associations européennes pour faire en sorte que le drapeau européen soit visible à Paris, notamment que les Européens puissent s'identifier dans leurs équipes en tant qu'Européens. Oui, la question des symboles est importante, mais je crois qu'au-delà de la question de savoir si on les met ou pas dans les traités, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'on les utilise. C'est qu'on les voit, c'est qu'on les montre. À la limite, si ce n'est pas dans les traités, mais qu'on les utilise massivement, c'est moins grave. Donc, je crois que la pratique, parfois, elle est plus importante que le droit. Ça va peut-être vous surprendre venant d'un prof de droit, mais néanmoins, c'est vrai que l'utilisation des symboles, elle peut être très dense, même si elles sont pas dans les traités, même si ces symboles ne sont pas dans les traités. Merci. Une autre question. On parle couramment, et c'est malheureusement certainement un fait, de crise démocratique. Peut-être une crise à la limite mondiale, qui est peut-être une crise européenne, une crise française. Cette crise démocratique s'applique aussi à l'Union européenne. Comment rendre l'Union européenne plus démocratique? Il y a des réflexions en ce moment. Est-ce que des changements de traités seraient dorénavant indispensables? On pense aussi aux élections européennes de 2014. Et puis, question subsidiaire, puisque vous parliez avec l'Union des fédéralistes, est-ce qu'on pourrait envisager une Europe plus fédérale? Et quelles actions soutenir pour que le sujet européen soit vraiment au centre des débats lors des prochaines élections européennes en 2024?
il y a plusieurs questions dans la même. Alors, pour la question démocratique, c'est vrai qu'on accuse souvent l'Union européenne de déficit démocratique. Alors, moi, je combats un petit peu ce discours parce que souvent, quand on parle de déficit démocratique à propos de l'Union européenne, on évoque la complexité du système institutionnel, le manque de transparence, le faible pouvoir du Parlement. Et quand je parle de ce sujet à mes étudiants, je leur dis toujours, mais est-ce que le système institutionnel français, il est vraiment très simple? Est-ce que le Parlement a vraiment beaucoup de pouvoir? Est-ce que la prise de décision est vraiment très transparente? Donc, je trouve qu'on est parfois très critique sur le fonctionnement démocratique de l'Union européenne, qui n'est pas parfait, on est d'accord, mais on est assez exigeant vis-à-vis de l'Union européenne et parfois, par comparaison, on pourrait l'être largement autant pour nos institutions nationales. Mais il n'en reste pas moins que la question de la démocratie européenne, c'est un vrai sujet. Alors, réformer les traités, pourquoi pas, mais on sait que c'est long, qu'il y a potentiellement un risque d'échec, pas que potentiellement, il y a des précédents qui montrent que ça peut arriver. Et le résultat est parfois décevant parce qu'il est le fruit de compromis dont on sait qu'ils sont complexes à 27 et de compromis qui en plus là nécessitent l'unanimité des États. Donc c'est une piste qu'il ne faut pas écarter, mais me semble-t-il, il ne faut pas forcément tout miser sur la réforme des traités parce que de toute façon, même si on se lance dans une réforme des traités, elle prendra plusieurs années. Donc il y a des choses à faire, me semble-t-il, en attendant. Alors une Europe plus fédérale, là aussi, pourquoi pas, mais avec peut-être, on ne sera peut-être pas d'accord sur cette analyse, mais en soi, l'Europe fédérale n'est pas forcément plus démocratique, c'est en elle-même. Donc, il faut réfléchir à la façon dont une Europe fédérale serait un vecteur de démocratie, permettrait des mécanismes démocratiques qui sont impossibles dans le fonctionnement actuel. Parce que sinon, se contenter de dire une Europe fédérale réglera les problèmes de démocratie, je pense que ce n'est pas vrai. Enfin, en tous les cas, ça ne suffira pas. Et dans le système institutionnel actuel, ce qu'on peut faire en attendant une éventuelle réforme des traités, une éventuelle évolution vers une Europe fédérale, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de points qui pourraient être améliorés. D'ailleurs, certaines améliorations sont en cours et je trouve que c'est très bien. Il y a la question de l'encadrement des lobbies, qui me paraît être un sujet très, très important. On sait qu'il y a quand même des difficultés, voilà, un manque de transparence sur cette question-là. Et alors, c'est vrai aussi dans un État comme la France, hein, les lobbies ne sont pas réservés à l'Union européenne, c'est clair. Et d'ailleurs, l'encadrement des lobbies est plus important à l'échelle de l'Union européenne que dans beaucoup d'États, y compris la France d'ailleurs. Mais il n'empêche que, compte tenu des enjeux, des sujets sur lesquels l'Union européenne se penche et des décisions qu'elle prend, l'encadrement des lobbies, c'est quelque chose qui est important parce que si on a des lobbies qui sont mal encadrés, je pense que ça effrite la confiance des citoyens dans le système décisionnel, qu'il soit européen ou national. Donc l'encadrement des lobbies, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. La question des obligations déontologiques me semble importante aussi bien au niveau de la Commission que des parlementaires. Voilà, les récentes affaires au niveau du Parlement européen sont de nature à inquiéter quand même sur ces questions-là. Donc là, je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont déjà engagées, d'ailleurs, qui sont importantes. Peut-être aussi davantage de transparence dans les votes au Conseil de l'Union européenne. Je trouve que c'est compliqué quand même la plupart du temps de savoir exactement quel État soutient quoi. Et pour les citoyens européens, ça peut donner l'impression d'un système finalement très opaque. Là, je pense qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être améliorées. Et puis, alors là, c'est quelque chose qui sort des institutions, mais je suis assez frappée, et je suppose que vous aussi, par le fait qu'on parle très peu dans les médias de ce qui se passe, des débats qui se passent au Parlement européen ou au Conseil de l'Union européenne. Alors parfois on en parle quand un texte est adopté, ou quand il est proposé d'ailleurs, encore plus, mais ensuite ce qui se passe après, les prises de position, les enjeux sont généralement pas du tout évoqués, ce qui fait que le contenu de ce qui se fait à l'échelle de l'Union européenne est très difficile à comprendre pour les citoyens quand ils ne sont pas particulièrement mobilisés sur ces questions-là. Donc ça aussi, je pense que c'est
même si ça échappe là pour le coup au système institutionnel, je pense que ce serait vraiment très important d'arriver à avoir des obligations. Ça ne me paraît pas complètement impossible parce qu'on a quand même des directives qui obligent à avoir des quotas d'œuvres européennes diffusées sur les chaînes, etc. Donc, on a quand même on peut obliger à un certain contenu de programme sur certains aspects. Donc, pourquoi pas aussi sur les questions européennes dans les journaux d'information ou sur d'autres supports, peu importe. Mais ça me paraît un levier qui pourrait être intéressant. Oui, merci. Cela m'amène à vous poser une question sur le Parlement européen. La démocratie, c'est le Parlement, ce sont les élections. Est-ce que son rôle est satisfaisant actuellement? Enfin, nous savons, enfin, ceux qui sont observateurs savent qu'il y a d'excellents débats au Parlement européen qui malheureusement ne sont pas diffusés. Et question également dans ce domaine-là, il n'y a pas, enfin, on peut dire qu'il n'y a pas encore d'espace public européen. C'est qui doit être créé, tout le problème du budget européen, enfin, etc. Les élections européennes, ce sont des élections qui sont à la limite nationalisées, qui sont européennes uniquement au niveau du titre. Et il n'y a pas de liste transnationale. Comment pourrait-on faire pour améliorer tout ceci pour qu'effectivement cet espace public européen émerge? Alors, pour le coup, les listes transnationales nécessiteraient a priori une révision des traités. Ça serait effectivement une très bonne chose. Il me semble quand même que les dernières élections européennes permettent d'être un peu plus optimiste qu'on pouvait l'être avant. Les débats m'ont semblé un peu plus européens aux dernières élections européennes qu'ils ne l'étaient dans les précédentes. Donc, il y a peut-être quand même là quelque chose qui a un peu bougé. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas pour les prochaines, mais effectivement, le moment des élections européennes, c'est clairement un moment clé pour s'emparer de ces questions-là. Et d'éviter que les... Alors, là, il y a aussi, c'est compliqué à faire parce qu'il y a une question de responsabilité des partis politiques qui devraient s'interdire de mettre dans leur programme des questions nationales, voire des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les compétences de l'Union européenne et qui, donc, du coup, polluent complètement le débat sur ce qu'on pourrait faire à l'échelle de l'Union européenne. Il y a sans doute aussi une responsabilité des médias de ce point de vue-là, enfin, en tous les cas, un rôle à jouer pour les médias. Pour ce qui est du Parlement européen, je suis d'accord avec vous sur la qualité des débats, la qualité des interventions et d'ailleurs, au-delà même de la qualité, le style des débats qui tranche avec ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale française. C'est quelque chose qui n'est pas imaginable au Parlement européen, où on s'écoute beaucoup plus, quand même. Déjà un premier pas vers la démocratie, ça aussi. Mais néanmoins, effectivement, le poids du consensus rend un petit peu la lisibilité des décisions relativement complexe également au Parlement européen, même si là, pour le coup, les votes sont publics, donc on sait quand même, on peut savoir qui a décidé quoi, mais le jeu des alliances fait que c'est pas forcément, on n'est pas sur une logique de majorité-opposition. Et comme on est habitué à cette logique sur le plan national, peut-être que c'est un frein à l'émergence d'un espace politique. Peut-être. Ou en tous les cas, il faudrait que les citoyens comprennent que ça fonctionne différemment qu'un Parlement national. Et une fois que ça c'est acquis, peut-être que l'espace politique peut émerger plus facilement. Vous enseignez les sujets européens. Est-ce qu'il n'y a pas des lacunes? Enfin, je ne parle pas de vous, bien sûr, parce qu'on connaît votre motivation et la qualité de votre enseignement, mais au niveau global, dans nos écoles, l'enseignement européen est quand même lacunaire. Dans les universités, c'est peut-être un peu mieux, mais il y aurait certainement des progrès à faire. Lié à ça, peut-être des systèmes d'échange avec les autres Européens qui pourraient être mieux organisés pour avancer dans tous ces domaines. Alors, l'enseignement, c'est clairement un levier. Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste des contenus des programmes de primaire, collège, lycée pour savoir si c'est suffisant ou pas. J'ai tendance à penser que ça n'est pas
tellement. En tous les cas, ce qui me frappe, moi, quand je vois mes étudiants, j'ai des étudiants à partir de la 2e année, c'est qu'ils ont souvent pas mal étudié l'histoire de la construction européenne, donc le traité de Rome, voilà, tout ça, c'est généralement à peu près acquis. Mais par contre, le fonctionnement, ce que fait l'Union européenne, les institutions, alors ça, c'est généralement pas fait ou très peu fait, ou de façon, en tous les cas, disparate selon les lycées. Donc là, il y a clairement quelque chose à faire sur le contenu des programmes nationaux. Et dans les universités, en fait, ça dépend beaucoup des filières, hein, parce que autant en droit, c'est difficile d'échapper au droit de l'Union européenne, en droit, en sciences politiques, bon, ça fait partie des matières quand même maintenant qui sont enseignées partout. Autant quand on change de filière, en fait, on fait souvent du droit de l'Union européenne, mais par des biais un peu détournés. Par exemple, en économie, on étudie la politique monétaire, mais sans forcément la replacer dans le système institutionnel de l'Union européenne globalement, ce qui fait que ce n'est pas forcément l'occasion d'avoir un enseignement réellement sur l'Union européenne. Et puis, je suppose, sans les connaître vraiment, qu'il y a des filières dans lesquelles le droit de l'Union européenne intervient très peu, voire pas du tout. Alors même qu'il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels l'Union européenne n'a pas un rôle. Donc, on pourrait à la limite mettre des enseignements de droit de l'Union européenne pratiquement partout, quitte à les faire de façon thématisée. Quand on est étudiant en pharmacie et qu'on travaille sur la question de la mise sur le marché des médicaments, il y a quand même un tout petit peu de droit de l'Union européenne sur ces questions-là. Donc, ça pourrait être l'occasion d'expliquer comment les règles de l'Union européenne émergent et quel peut être le rôle des professionnels d'ailleurs dans leur diffusion. Au niveau des échanges universitaires au niveau européen, est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce qu'on pourrait faire des progrès? Alors, ce que moi je constate dans mon université, mais c'est un constat que l'on peut faire partout, hein, c'est que c'est pas si facile que ça de convaincre les étudiants de l'intérêt de faire une mobilité. On pourrait croire que avec le développement des échanges Erasmus, ça devient de plus en plus spontané pour les étudiants de vouloir partir. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. On ne constate pas un engouement qui augmente. Alors, on a toujours des étudiants qui sont très, très motivés pour partir, heureusement, bien sûr, mais on n'en a pas forcément énormément plus qu'il y a 10 ans. Donc, on a des mobilités qui sont quand même de plus en plus variées, de plus en plus nombreuses, dans des pays extrêmement différents, mais on n'a pas forcément beaucoup plus de candidats qu'il y a quelques années. Et alors ça, il y a plein de raisons, qui sont des raisons liées au cursus d'études, au fait qu'on a parfois des enseignants qui découragent les étudiants de partir en leur disant que s'ils partent en mobilité, ils ne vont pas suivre le programme national et que ça sera ensuite un handicap qu'ils devront rattraper, le retard pris. Alors évidemment, ça inquiète un peu les étudiants quand ils sont confrontés à ce genre de discours. Alors, c'est des discours minoritaires, mais ça existe. Et donc, je crois que si on voulait vraiment développer les échanges, à un moment ou à un autre, il faudra se poser la question de les rendre obligatoires dans un cursus, c'est-à-dire de dire qu'un étudiant qui a fait un master doit avoir fait un semestre d'études en mobilité. Alors évidemment, c'est un coût qui est très important, mais il y a beaucoup de cursus, notamment dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, où la mobilité est obligatoire. Donc, je pense que si on veut vraiment inciter les étudiants à le faire, alors l'incitation ne suffira pas forcément, et il y a des freins financiers aussi qu'il ne faut pas négliger. La bourse Erasmus ne couvre pas tous les frais de la mobilité. Pour certains, c'est clairement un obstacle. Alors, même s'il y a des bourses complémentaires qui existent la plupart du temps, ça reste quand même une difficulté. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas la conviction absolue que c'est une expérience incomparable, alors que tous ceux qui sont partis le disent, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut arriver à changer. J'aimerais maintenant aborder avec vous l'épineuse question de l'immigration dans l'Union européenne. Vous avez vu les dernières informations sur l'Italie qui fait face à une vague migratoire très importante. Donc, j'aimerais revenir sur
le livre que vous avez publié en 2008, Immigration dans l'Union européenne. 15 ans après ce livre, les défis d'immigration et de l'accueil des réfugiés restent sans solution pertinente. On le voit en ce moment. Que faire pour formuler et mettre en œuvre une politique européenne de l'immigration? Quelle piste? Alors, je ne suis pas sûre d'arriver à régler le problème ce matin, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile parce que, en fait, je crois qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Les analyses ont été faites, les propositions de la commission, aussi bien de la commission Juncker que de la commission von der Leyen, elles sont sur la table. On a des analyses qui sont extrêmement pertinentes. Par exemple, on sait que l'Union européenne va manquer de main-d'œuvre, et donc ça devrait rationnellement favoriser l'immigration pour le travail, ça devrait favoriser l'intégration des réfugiés qui pourraient apporter leur force de travail aux États membres. Donc ça, on le sait. On sait qu'il faut travailler avec les pays de départ. On sait que les pays partent les personnes partent pour des raisons qui sont liées à la situation de leur pays. Et donc, tant que la situation dans ces pays n'est pas stabilisée, n'est pas améliorée, les flux continueront. On sait qu'il faut travailler avec les pays de transit parce que ce sont on le fait déjà, mais on le fait dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'on le fait souvent, trop souvent en tous les cas, au détriment des valeurs de l'Union européenne. On accepte des pratiques que l'Union européenne et les États ne devraient pas accepter. Donc, en fait, on a quand même pas mal d'outils, on sait en tous les cas quelles sont les pistes pour que ça s'améliore, mais on sait aussi que la politique d'immigration et la politique d'asile de l'Union européenne, elle est complètement dépendante et affectée par des considérations nationales, des considérations politiques nationales, la crainte des nationalismes, la crainte de l'extrême droite, et que les pays, même les pays qui ont besoin de main-d'œuvre immigrée, hésitent à développer une politique d'immigration assumée, affichée, parce que d'un point de vue électoral, c'est sans doute une prise de risque que les différents gouvernements ne veulent pas prendre. Et à l'échelle de l'Union européenne, bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de propositions qui sont faites, et en général, elles sont relativement ambitieuses. Les propositions de la Commission, me semble-t-il, vont dans le bon sens, mais quand on regarde le nombre de propositions faites et le nombre de propositions adoptées, il y a un écart qui est assez conséquent. De mémoire, au moment de la fin de la commission Juncker, il y avait eu un bilan qui avait été fait sur les propositions en matière d'asile et d'immigration. Il y en avait une quarantaine qui avait été faites, et aucune n'avait été adoptée en matière d'asile. Il y en avait 7 en matière d'asile et aucune n'avait été adoptée. Alors même que la commission Juncker, c'est celle qui a dû gérer les crises migratoires, et ça n'a pas suffi à débloquer l'adoption de ces textes-là. Et pour la commission von der Leyen, sauf erreur de ma part, dans toutes les propositions qui découlent du nouveau pacte sur l'asile et l'immigration, il n'y en a qu'une qui a été adoptée pour l'instant, qui est la création de l'Agence européenne pour l'asile. Alors, c'est sans doute ce qu'il y a de plus facile à faire, créer une agence, mais ça ne réglera pas le fond des problèmes. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est une source de déception et d'une certaine incompréhension, parce que je crois qu'on a les instruments juridiques. Alors, même si en matière d'immigration, le traité laisse beaucoup de compétences aux États, ce qui freine quand même la possibilité pour l'Union européenne de développer une vraie politique d'immigration, mais on a quand même des instruments juridiques qui sont proposés, et malheureusement plutôt, on est confronté à des États qui ne veulent pas s'en emparer pour des raisons strictement nationales. Et là, je ne vois pas beaucoup de leviers, même si la guerre en Ukraine et les réfugiés ukrainiens, la façon dont on a accueilli les réfugiés ukrainiens, ça peut quand même faire naître un certain espoir.
ça montre qu'on est quand même capable d'accueillir des réfugiés sans que les systèmes nationaux soient bouleversés. On peut le faire, on sait le faire et on a montré qu'on pouvait le faire sans déstabilisation des États d'accueil. Donc ça doit nous rendre optimistes, mais est-ce que ça nous rend capable d'aller au-delà des réfugiés ukrainiens? Ça, c'est moins sûr. Dans ce domaine, il y avait, je crois, une assez bonne nouvelle du Parlement européen, puisqu'il a voté à une large majorité le pacte asile et migration. Oui. Ça a été voté. Bon, bien sûr, du côté français, les extrêmes n'ont pas voté pour. C'est le problème politique que nous connaissons. Est-ce que ça se traduit par... vous l'avez dit, Juncker a échoué en ce qui concerne des réfugiés. Est-ce que ce pacte pourrait être un plus, notamment pour une certaine refonte de ces fameux accords de Dublin qui sont quand même un problème pour la politique migratoire européenne? Alors, oui, ça serait une avancée, c'est clair, mais là, le Parlement ne pourra rien faire tout seul. La balle est dans le camp des États sur ce sujet-là. Alors moi, je ne dirais même pas que Juncker a échoué, je dirais que les États ont échoué parce que les États n'ont pas voulu. Parce que je pense que la Commission, celle de Juncker et celle de von der Leyen, sont plutôt motivés, en pointe et actifs sur ce sujet-là, mais ils se heurtent à une absence de consensus au niveau des États. Donc, le fait que le Parlement ait adopté le pacte, c'est clairement un signe positif. Est-ce que ça va suffire à faire bouger les États? Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais je ne suis pas absolument certaine. Oui, non, tout à fait. Madame Bertrand, merci. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Et moi, j'aurais voulu vous poser une question sur notre association, qui est l'Union des fédéralistes européens, son conseil scientifique. Quel rôle voyez-vous pour ce conseil scientifique composé maintenant d'une vingtaine de membres, et j'insiste, de différentes spécialités, ce qui peut faire aussi l'intérêt de ce conseil? Oui, tout à fait. C'est intéressant de confronter les points de vue et de ne pas parler qu'entre juristes ou entre politistes ou entre économistes. Donc ça je trouve que c'est vraiment un atout de ce conseil. L'autre atout que j'y vois, c'est que je pense que c'est une richesse qu'on ne soit pas forcément tous exactement sur les mêmes positions sur ce qu'on vient de faire pour développer l'Union européenne ou pour développer. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tous les membres du conseil scientifique veuillent développer l'Union européenne. Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je pense que c'est parfois une erreur quand on parle de l'Union européenne de parler qu'avec des gens qui sont convaincus que la construction européenne, c'est une très bonne chose et qu'il faut accepter d'écouter ceux qui sont plus sceptiques, ceux qui sont plus réticents, parce que si on veut que les choses bougent, ça ne peut pas être qu'en discutant entre soi, entre personnes convaincues et qui ont tous à peu près la même vision de ce que doit être l'Union européenne. Donc je pense que ce Conseil, par sa pluralité, permet cet espace d'échange et de confrontation, parce que je pense quand même qu'on avance plus avec de la confrontation qu'en se réunissant entre gens qui sont tous d'accord. Donc ça me paraît important. Et puis alors le poids du conseil scientifique, déjà le fait qu'il existe, c'est déjà une bonne chose. Il me semble que ça permet aussi d'asseoir et de donner peut-être une forme de crédibilité ou alors sans être trop orgueilleux ou prétentieux, mais en tous les cas d'assises scientifiques à ce qui pourra être décidé. Et il me semble que c'est sans surévaluer cet intérêt, ça ne peut être, me semble-t-il, qu'un atout. Un grand merci pour ces remarques, je dirais encourageantes pour nous. Nous resterons bien sûr en contact également avec les autres membres du conseil scientifique, parce que nous avons l'intention, sur l'initiative des membres ou bien de notre initiative, d'organiser des rencontres et de travailler tous ensemble. En tout cas, un grand merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.